À l'Université d'Ottawa, je me suis retrouvée dans un milieu qui était beaucoup plus libre que celui de l'Université de Colombie-Britannique, où les femmes étaient mieux considérées et où, en tant que membre d'un département multidisciplinaire, mais quand même sur l'étiquette religieux, sciences des religions par exemple. On ne faisait pas de religion, on ne faisait pas de philosophie, ce qui vous faisait dire aux doyens, qu'est-ce que vous faites dans votre département? Ce à quoi la directrice du temps, de ce temps-là, avait répondu, on fait tout ce que l'université ne fait pas. À peu près là. Ouais. Mais en tant qu'anthropologue, pour la première fois, j'avais le choix complet de ce que je voulais faire. Donc j'ai pu relancer deux chantiers, si on peut dire, qui étaient restés en plan. Le chantier des études chamaniques. Et pour la première fois, je peux voir des étudiants faisant leur doctorat sur des thèmes chamaniques. Et, quoi qu'on a fait des doctorats sur à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer. Et j'ai pu aussi relancer l'étude du matrilinéaire. Maintenant, un des grands problèmes de mon existence quotidienne à ce moment-là, c'était que la maladie de mon mari s'était aggravée. Et donc, il s'est retrouvé assez vite en chaise roulante. Et avec une de ces maladies orphelines qui vous défont le cerveau, le corps, qui vous défait le cerveau, le corps, les capacités mentales et intellectuelles. Et j'ai appris énormément au contact de mon mari, alors qu'il s'adaptait. On ne peut pas dire qu'il se débattait. C'est plutôt de l'adaptation, de la débrouillardise pour essayer de conserver une vie normale. Mais si vous pouvez remarquer, la maison ici, elle est construite de façon à accepter des chaises roulantes et des affaires du genre. J'ai pris soin de mon mari pendant une quinzaine d'années. Après ça, j'ai pris soin de mon frère, et puis j'ai pris soin de ma mère, qui est morte à 100 ans. Mais alors que mon mari était atteint sur tous les plans, ma mère était intellectuellement très, très vivante. Et l'année de ses 100 ans, elle assistait encore à mes cours à l'Université d'Ottawa. Donc, on avait une complicité assez confortable. Alors, en parallèle à cette situation qui était complètement nouvelle et dans un sens difficile à imaginer, à moins d'être plongé dedans, mais qui m'a forcé à aller dans des domaines qui étaient complètement différents. Par exemple, le développement neurologique, toutes les questions qui touchent le cerveau. Je me suis plongée là-dedans de façon à pouvoir suivre mon mari dans son évolution. La neuroplasticité, ça m'a fascinée. Les livres du Dr Sachs m'ont sauvé la vie. Donc, je suis rentrée là-dedans avec enthousiasme. J'avais continué, depuis Brune-Mont, j'avais continué mon intérêt pour les primates, l'étude des primates, et le comportement animal. J'avais continué la paléontologie humaine. Et ce sont des intérêts que je partageais aussi avec mon mari, qui était dessinateur industriel au départ, qui est allé faire des études en biologie et qui a poursuivi avec un travail de psychothérapeute. Donc là aussi, on avait une complicité assez profonde. Mais d'avoir un mari vraiment malade à la maison, c'est pas évident. Et j'ai encouragé mes filles à sortir de la maison assez vite.
pour qu'ils aient une vision du monde qui ne soit pas trop colorée par la maladie de leur père. Mais ça voulait dire que je devais travailler par petits morceaux, si je peux dire. Donc, j'ai accumulé les petits morceaux jusqu'au moment où les petits morceaux se sont mis à demander mon attention. À partir du moment où mon mari est décédé, il y a 5-6 ans, là, j'ai soudainement été capable d'obéir à la logique de l'information qui affluait partout. À ce moment-là, Nicole Mathieu en France était en train de terminer la composition d'un livre avec toute une série de collaborateurs parlant de sociétés matrilinéaires diverses dans le monde, mais elle les a prises sous l'angle de la personnalité, sous l'angle du vécu féminin. Et c'était nouveau, ça. Non seulement c'était nouveau, mais le fait d'étudier le matrilinéaire était nouveau parce que depuis une quarantaine d'années, depuis ma thèse de doctorat, il ne s'était pas passé grand-chose. Par contre, une de mes camarades de classe à Bryn-Mawr, Annette Wheeler, elle était partie refaire les études de Malinowski sur les îles Trobriand, avec une étude époustouflante, qui démontrait que Malinowski avait écrit tout son travail sur les Trobriand matrilinéaires sans avoir parlé aux femmes. Et donc, il manquait tout un grand pan à son étude. Et Annette, qui est malheureusement décédée assez vite après ça, avait quand même réussi à remettre en place toute la moitié féminine, leur participation au système d'échange qui caractérise les Trobriand. En fait, sans les femmes, les hommes ne pouvaient pas aller changer leurs bracelets et leurs colliers. Et quand elle est arrivée sur les îles Trobriand, les échanges se faisaient encore et les femmes étaient encore impliquées directement dans les grands échanges de jupes en bananier et autres objets. Et son étude m'avait vraiment choquée à l'idée qu'on en était arrivé à un point où on pouvait écrire toute une ethnographie sans... Bon, autant de Malinowski, ça pouvait s'excuser, mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne s'était rien passé depuis. Après l'étude... Par contre, dans les manuels d'anthropologie, dans tous les manuels d'anthropologie, avec quelques rares exceptions, on parle de société matrilinéaire, parce qu'il faut en parler, évidemment, ça fait partie de l'anthropologie, mais on sait toujours les Minangkabau de Sumatra, étudiés par Peggy Sunday, Peggy Reeves Sunday, S-A-N-D-A-Y. Et Peggy était remarquablement isolée par rapport à ses confrères et consoeurs. Je me suis rendu compte moi-même assez vite du fait que si on voulait étudier les sociétés matrilinéaires, il fallait faire ça toute seule. Parce que les universités ne vous encouragent pas du tout. Et les groupes féministes ne vous encouragent pas non plus parce que, et on me l'a dit personnellement, vous affaiblissez la cause féministe en parlant de société matrilinéaire où les femmes pourraient avoir un rôle à jouer. Bon, j'emmagasine ça, mais entre les sociétés Athapascan, les sociétés Tsimshian, les Mosuo de la Chine, plus les Navajo, et on avait aussi j'ai passé quelques années impliquée dans les études
surtout de mon confrère Martin Kadoulambi, on s'est associé pour un travail de recherche sur les Batwa, les pygmées du Congo, qui sont matrilinéaires aussi. Je me suis dit, à un moment donné, là, il va falloir faire la synthèse. C'est pas possible qu'on continue comme ça. D'autant plus que le matrilinéaire est attaqué vraiment de toutes parts. Et ce que ni les administrations, ni les politiques missionnaires en place n'ont réussi à faire, l'industrie touristique va réussir à anéantir cette société-là. Pour l'industrie touristique, qui dit matrilinéaire, dit femme libre, qui dit femme libre, dit prostitution. Donc, les sociétés elles-mêmes ont commencé à protester. Les Mossos et les guides Kessin m'ont dit, Marie-Françoise, fais quelque chose, définis le matrilinéaire, définis nos sociétés d'une façon ou d'une autre, parce que nos enfants n'ont plus accès à ça. Et on veut quelque chose d'autre que le matriarcat. En fait, les sociétés iroquoises, avec lesquelles j'étais aussi en contact, se définissent maintenant comme matriarcales, et les Minangkabau de Sumatra répondent de la même façon. Alors, j'ai appelé Peggy Sandé, et on a fait une première rencontre sur les sociétés matrilinéaires, et on s'est aperçu immédiatement, c'est la première conclusion, que ces sociétés-là étaient remarquablement différentes les unes des autres. Une diversité époustouflante. Dans les systèmes, dans les moyens d'expression, dans le contenu culturel, dans la façon de représenter les transmissions. Quand j'ai travaillé sur la parenté par le lait et la parenté par le sang, j'avais déjà commencé à regarder les Mossos. C'est la parenté du côté féminin, c'est la parenté de l'os. C'est l'os qui se transmet. Le sang, c'est complètement lié à notre monde, à nous. L'idée d'un consanguin. Pourquoi le sang? Ça peut être autre chose. Hein? Alors, on a fait un premier atelier. On avait invité les Mossos, mais ils n'ont pas pu venir parce qu'en Chine, on ne pouvait pas sortir de Chine sans visa. Non seulement rentrer, mais sortir. En ce qui concerne les ethnies minoritaires, un citoyen Han, c'est plus facile. Et puis, 2 ans plus tard, on a fait un autre atelier sans subvention. On s'est débrouillé pour ramasser les sous nous-mêmes et pour accueillir les gens nous-mêmes. On a ouvert nos appartements et nos maisons parce que pas question de payer d'hôtel. Hein. Et le projet a commencé de cette façon-là. Et puis petit à petit, on a formé un noyau de chercheurs qui s'est agrandi au fil des temps. J'ai fait 2 présentations à Cascade, j'en ai fait plusieurs en Chine. Le système théorique s'est peaufiné parce qu'en fait, on n'avait pas changé de vocabulaire, de terminologie ou même de perspective sur les sociétés matrilinéaires depuis 1850. On est encore à Bachhofen en Angleterre, en Allemagne, et puis le droit de la mer. Donc, il fallait faire quelque chose. Alors, on a commencé un premier programme, et les Mossos, pendant ce temps-là, dépêchez-vous, on est en train de disparaître. D'où l'organisation de la conférence sur les peuples matrilinéaires à Chengdu. En échange, Chengdu nous a demandé de les aider à établir un premier centre de recherche sur les sociétés matrilinéaires. Parfait. On les a aidés, ils ont maintenant leur centre. Ce qui veut dire qu'ils ont des fonds, okay? Mais pas nécessairement de chercheurs. Parce que tous les chercheurs chinois qui s'intéresseraient aux matrilinéaires, en fait, travaillent sur les Mossos. Puis les Mossos,
ils ne sont pas très contents. Alors là, on a rassemblé, comme j'ai, un peu une vingtaine de chercheurs ayant travaillé. Mais entre-temps, Nicole Mathieu est morte, Annette Wiener est morte, Peggy, ça va encore, mais elle a quand même 80 passés. On avait invité Françoise Morin, donc Bernard, qui sont arrivés en Chine. Je pense qu'ils ont été contents. Parce que c'était absolument spectaculaire. Et puis, à partir de là, on est en train de préparer une première publication. Entre-temps, je m'étais débrouillée à l'université pour avoir 2 séminaires sur les sociétés matrilinéaires ou sur le corps et la culture. Tu rejoins tout de suite la femme. Un peu pas 3 ou 4 séminaires tous les 2 ans, 3 ans. Donc, on a quand même un certain corpus théorique. Mais presque tout reste à faire. On en est au tout début de ces études-là. Parce que, ou bien, moi, comme on me l'avait dit, c'est pas la peine d'étudier les sociétés matrilinéaires, il n'y en a plus. Il y en a encore une cinquantaine, c'est pas mal. Ensuite, on m'avait dit, oui, mais tu comprends, les missionnaires n'en veulent pas, les administrations n'en veulent pas, les affaires indiennes n'en veulent surtout pas. On ne mentionne même plus le matrilinéaire quand on parle des Indiens de la côte du Pacifique, parce que, ben non, les indigènes de la côte du Pacifique, après tout, ils sont maintenant dans l'ère moderne. Le matrilinéaire, c'est dépassé, ou alors le matrilinéaire, c'est franchement immoral. Alors, ça a été occulté pendant un certain temps. Et maintenant, on s'aperçoit du fait qu'un certain nombre de sociétés classifiées comme patrilinéaires étaient en fait matrilinéaires. Mais que ça n'a pas été reconnu. En fait, le grand architecte de la matrilinéarité reconnue officiellement, c'est Murdoch. George Peter Murdoch, dans son atlas, avait classifié les sociétés, les avait étiquetées, mais il les a classées simplement en utilisant la parenté. Donc, si c'était pour hériter des territoires ou des maisons ou des lignages, etc., ça, il mettait ça dans le patrilinéaire. Et si c'était des peuples chasseurs-cueilleurs, dans le patrilinéaire. Donc, il faut regarder, redécouvrir les peuples qui pourraient être matrilinéaires en allant voir ce que j'appelle des marqueurs. Si, par exemple, l'oncle maternel a plus d'autorité que le père. Si tu as des mariages entre cousins croisés, tu peux regarder un peu de quel côté vont les identités. Si les femmes héritent de la terre, ou de la maison, on a développé certains systèmes, certaines recherches en parallèle. Par exemple, on s'est intéressé dans mes séminaires au mythe des sociétés matrilinéaires. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les mythes matrilinéaires qui sont différents des mythes dans les sociétés vraiment patrilinéaires ou patriarcales? Puis ça te saute aux yeux immédiatement parce que, les femmes sont nommées comme héroïnes. Donc, tu existes, pas seulement en tant que femme de quelqu'un ou sœur de quelqu'un ou princesse de quelqu'un, mais, les femmes sont nommées, elles se promènent, elles vont chercher des... Ça ne veut pas dire que tous les mythes de cette société sont comme ça, mais ça veut dire que les mythes se partagent entre ceux où les héros sont féminins et ceux où les héros sont féminins. Donc, on a eu du fun avec les Iroquois, les Tsimshian, les Tlingits, les Musqueam, avec toutes sortes de ramifications différentes dans ces sociétés-là. Mais des ramifications qui sont occultées. Par exemple, chez les Iroquois, aujourd'hui, comme tu vas au musée, là, on va te parler de la femme qui tombe du ciel, et puis c'est elle, c'est la grand-mère. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, c'est la fin du mythe. Quand elle tombe,
et puis qu'elle va donner naissance à sa fille, qui va donner naissance à des jumeaux qui vont devenir les quoi. Non, non, avant ça, il y a tout un long, de longues aventures où la jeune fille est envoyée sur une quête et revient, comme d'habitude dans les quêtes des femmes, avec un bébé. Les hommes reviennent avec la princesse, mais les femmes reviennent avec le bébé, et elle va partir d'une fille qui va donner naissance à tout couple. Mais dans ces aventures-là, les femmes ne sont pas violées, elles ne sont pas attaquées, elles attaquent. Elles sont armées, elles se défendent, elles échappent à toutes sortes de trucs, elles rencontrent des êtres de toute nature, naturels, supernaturels. Non, mais c'est fascinant de voir les motifs qui se répètent. Non, ils ne se répètent pas, mais les variations sur le thème. OK? Donc, on a cette étude-là qui est en train de prendre forme. On en a une deuxième, mais ça, c'était mon idée, de regarder la façon dont la culture se transmet dans les sociétés patrilinéaires ou patriarcales et les sociétés matrilinéaires. Parce que j'ai vécu dans les deux. OK? Si tu vis en Algérie, là, tu as le système tout établi. Quand la jeune fille arrive à la puberté, elle déménage chez son mari. Elle est tout de suite mariée, parce qu'il faut que les enfants soient identifiés au père. Et elle passe sous la coupe de sa belle-mère. La belle-mère n'est pas nécessairement encline à enseigner trop de choses à sa belle-fille. D'abord parce qu'il y a une distance obligatoire entre les deux, puis la fille se fait souvent tabasser plutôt qu'enseigner. Non, c'est pas commode dans les sociétés patrilinéaires d'être une jeune fiancée, là, c'est pas facile. Mais ça veut dire que tu dois partir chez ton mari à l'âge de 15, 14, 12 ans avec tout ton bagage culturel. Okay? Tu dois savoir comment donner naissance, tu dois savoir comment faire des pots, comment tenir la maison, tout ça. Tout. Mais tu dois savoir tes histoires, tes mythes, tes rituels. Tout ça, tu dois le savoir. Parce que c'est pas dans ta nouvelle maison que tu vas les apprendre. C'est la même chose en Chine. Tu pars dans la maison du mari, tu deviens la femme de ton mari, tu n'es plus la fille de quelqu'un, tu n'appartiens plus à ton clan, tu es complètement coupé de ça. Et tu bouges, tu déménages avec ton patrimoine d'enfant. Okay? Et c'est ça que tu vas transmettre à ta fille. Donc, les hommes, eux, n'ont pas ce problème-là parce qu'ils restent avec leurs parents, ils amènent leur femme, et ils ont accès à toute la connaissance masculine du clan. De la mère, ils ont les soins, mais ils n'ont pas nécessairement la connaissance. OK? Quand tu arrives dans... Okay, et la femme n'est pas mobile. L'homme reste mobile, okay, dans n'importe quel système. Dans une société matrilinéaire, les Nabesna, les Atna, les Tsimshian, les Mosso, dans la société matrilinéaire, ou les Batwa, ou les Ashanti, la jeune femme reste dans sa famille. Toute sa vie durant, elle aura accès à ses parents, les deux, père et mère. Elle aura accès à ses frères, à ses oncles, à ses tantes. Elle aura accès à ses grands-parents. Donc, tout le système culturel, elle va non seulement l'emmagasiner, mais elle va le développer en même temps. Et c'est ça qu'elle va transmettre à ses enfants. OK? Donc, du point de vue des filles, du point de vue des femmes, tu as un système culturel extrêmement riche. Tu as aussi une meilleure santé pour les enfants. Et ça, c'est Peggy Sandé va le démontrer. Elle va faire des études statistiques en Afrique et à Sumatra pour montrer que dans les sociétés matrilinéaires, la santé des femmes est bien meilleure, la santé des enfants est bien meilleure, et le viol est beaucoup diminué, et les agressions intrafamiliales sont beaucoup diminuées. Les garçons dans une société matrilinéaire
vont garder le contact avec leur mère. Okay? On n'a pas besoin d'une initiation qui va les couper du système maternel puisqu'ils appartiennent au système maternel. Donc, ils vont garder leur vie durant l'accès non seulement à leur mère, mais au grand-père, aux générations d'en dessus, et pas seulement le côté masculin, mais le côté masculin et féminin. Ça fait une société très, très différente. Le garçon va garder sa mobilité. Quand il va épouser sa femme, okay, il va déménager chez sa femme, mais il peut toujours revenir chez lui. Donc, il garde sa mobilité. Il a maintenant accès à un double héritage culturel, celui de ses beaux-parents et le sien. Okay? Avec une diminution remarquable des agressions, tant au niveau familial qu'au niveau interfamilial. Ça, c'est parce que il ne va pas avoir à entrer en compétition avec ses frères pour trouver une épouse. Dans un système patrilinéaire, si tu veux une épouse, tu entres en compétition avec ton père, tes oncles et tes frères. Et si tu es un cadet, espère pas une femme avant 40-45 ans. Okay? Dans une société matrilinéaire, ça ne joue pas. Tu n'es pas en compétition avec à l'intérieur de la famille, tu es en compétition avec tous les gars Okay. Chez les Mossos, c'est encore mieux, il n'y a pas de compétition du tout, puisque tu as accès à tout le village, à toutes les femmes du village, qui le veulent bien. Alors, au niveau de la transmission culturelle, une société matrilinéaire est beaucoup plus efficace. Et ça va rejoindre des études d'archéologie qui montrent que les seuils de déclenchement d'une évolution culturelle rapide dépendent de l'âge à laquelle on meurt. Dès qu'une société se comporte de façon à ce que ses membres aient accès aux grands-parents, tu as un bond culturel dans la complexité, dans l'adaptabilité, etc. Donc ça explique en partie pourquoi les sociétés matrilinéaires existent encore aujourd'hui. Dans les conditions actuelles, avec l'islam, avec la christianisation, avec les systèmes, les États qui se referment, on a un niveau d'adaptation très grand, mais aussi on a une richesse culturelle énorme, ce qui explique la diversité. Alors on est en train de chercher ça. Et puis on a commencé tout juste, ça c'est après Chengdu, enfin pendant la conférence de Chengdu, on s'est aperçu du fait que si tu voulais prédire si une société était matrilinéaire ou non, regarde sa langue et regarde si dans cette famille linguistique il y a d'autres sociétés matrilinéaires. Donc, les gens de famille linguistique atapascane, tous les Délés, les Navajos, les Apaches, etc., ont beaucoup plus de chances d'être matrilinéaires. La même chose avec les sociétés, et ça on ne le savait pas. À Chengdu, on était avec Douglas Cardinal, l'architecte qui a construit le musée des civilisations, qui est pied noir, Kaina, et qui est algonquin, et qui dit, mais moi je me reconnais là-dedans. On est allé voir dans les sociétés algonquines, et en effet, oui, ils sont classifiés comme patrilinéaires, mais si tu vas voir dans l'ancienne carte des sociétés algonquines, les sociétés algonquines de l'Atlantique étaient matrilinéaires. On est allé voir chez les Cris pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la transmission des lignes de trappe. Ça ne se transmet pas de père en fils, ça se transmet dans la famille. Aussi bien par la femme que par la fille que par la nièce. Donc on est assis sur ce dossier-là en voyant voir ce qu'on a.